Merci Ariel. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver physiquement. Donc, je vais vous parler en effet de la cardiomyopathie de stress. Et en fait, c'est le Takotsubo. On va plutôt utiliser ce terme de Takotsubo. Alors, voici mes conflits d'intérêts, mais qui n'ont pas de lien avec la présentation que je vais vous faire. Alors, on va commencer par un petit cas clinique. C'est une femme de 75 ans qui a une douleur thoracique, un choc cardiogénique. Elle a simplement comme antécédent une hypertension. Elle a eu une altercation violente et vous avez sur l'électrocardiogramme le sus-décalage avec limite un miroir en inférieur, avec un électro très troublant. Donc bien sûr, on lui a fait une coronographie en urgence. Vous voyez que les coronaires sont normales et à la ventriculographie, vous avez un aspect typique de Takotsubo avec une normokinésie de la portion basale et tout le reste qui est akinétique. Il se trouve qu'au millénaire précédent, quand on allait en staff, on avait 3 diagnostics possibles, la myocardite, le spasme, l'infarctus à coronaire saine, et finalement c'est celui qui criait le plus fort en staff qui gagnait entre le diagnostic, mais on sortait du staff en se disant mais on ne comprend pas tout, et finalement on a attendu 2001 avec l'étude Princeps de Jack pour parler de Takotsubo, et maintenant le Takotsubo est bien ancré dans les mémoires, puisque ça fait partie des cardiomyopathies. On a 5 types de cardiomyopathie, la cardiomyopathie hypertrophique, dilatée, restrictive, arythmogène du ventricule droit, et les inclassables. Et dedans, vous avez la cardiomyopathie de Takotsubo, qui se définit comme un syndrome coronaire aigu. Ça mime un syndrome coronaire aigu, mais ce n'en est pas un. Et c'est une sidération myocardique transitoire, classiquement après un stress. Alors, on a des critères diagnostiques intertac qui ont remplacé les critères de la Mayo Clinic. Alors, c'est la mode actuellement, c'est-à-dire qu'avant c'est simple, maintenant on fait plus compliqué. Avant il y avait 4 critères, maintenant il y en a 8. Mais il y en a certains qui sont essentiels. C'est d'abord la dysfonction ventriculaire gauche, qui est vraiment circulaire, caractéristique, pathognomonique dans la forme classique, et surtout qui ne correspond pas à un territoire coronaire. Et on va voir tout à l'heure les différents types de Takotsubo. Deuxième point essentiel, vous avez, comme ça mime un syndrome coronaire aigu, vous avez des anomalies ECG, et vous avez également une élévation de la troponine, essentiellement, et des CPK. Le reste des critères, il n'y a pas grand-chose à dire. Souvent, il y a un stress, mais qui n'est pas obligatoire. Avec ces nouveaux critères, maintenant, tout ce qui est troubles neurologiques, AVC, AIT, hémorragie méningée et le phéochromocytome, ça fait partie du TACO. Avant, on appelait ça des TACO-like. Maintenant, on appelle ça des Takotsubo. Et enfin, un point essentiel, je voudrais aborder, c'est la place de la femme. C'est-à-dire que si vous avez un homme et vous suspectez un Takotsubo, non, ce n'est pas un Takotsubo. Ça peut, mais c'est exceptionnel. Et il se trouve que sur le plan de la physiopathologie, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été abordées. Et finalement, actuellement, la principale hypothèse diagnostique, physiopathologique, c'est la décharge de catécholamine qui va entraîner cette sidération myocardique avec une répartition différente des récepteurs bêta 1, bêta 2. Et c'est pour ça que vous avez des caractéristiques vraiment du ventricule gauche assez pathognomoniques. Alors, on a parlé tout à l'heure des biopsies myocardiques. Il se trouve qu'en Allemagne, ils en font beaucoup. Et donc, en Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des biopsies myocardiques à la phase aiguë et à 1 mois du Takotsubo, des choses qu'on ne pourrait jamais faire en France. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas d'apoptose et qu'il y avait simplement une désorganisation, une hypertrophie cellulaire qui régressait à 1 mois. Donc, c'est une dysfonction qui est réversible et qui est transitoire. En termes de portrait robot, c'est simple, ce sont des femmes. Vous avez en haut ici la répartition hommes-femmes. En bleu, ce sont les femmes. Et en jaune, vous avez quelques malheureux hommes qui sont perdus. Donc c'est vraiment des femmes âgées, en moyenne 70 ans. Et quand vous avez une étude bien faite, c'est 85-90% au moins de femmes. Donc c'est pour ça que si vous suspectez un Takotsubo chez un homme, c'est possible, mais c'est quand même exceptionnel. Donc, le principal symptôme, c'est la douleur thoracique, puisque c'est comme un syndrome coronaire aigu. Et surtout, vous avez des symptômes qui peuvent être en rapport avec des complications qu'on verra un petit peu plus tard. En termes de prévalence, c'est 1 à 3% des syndromes coronaires aigus. Et par exemple, à Paris, cela représente 30 nouveaux cas par an, par million d'habitants. Et si on s'intéresse qu'aux femmes de plus de 65 ans, on est au-delà de 300. En termes de facteurs déclenchants, c'est souvent un stress émotionnel, physique, et on a plusieurs susceptibilités. D'une part individuelle, l'âge, le sexe,
le statut hormonal, probablement, puisque ce sont des femmes plutôt ménopausées. La génétique, on ne peut pas encore vous répondre, mais on a une étude tachogène multicentrique nationale qui est en cours d'être finalisée, et on a les résultats statistiques qui sont en cours d'analyse, et dans peu de temps on pourra vous répondre. Et également, ce sont des personnalités avec des personnes souvent anxieuses, dépressives, et du coup on a une certaine forme de personnalité assez particulière quand on a un Takotsubo. Et vraiment, les facteurs les plus classiques, c'est une annonce dramatique, l'annonce d'un décès, des altercations, des vols, et également le stress professionnel. Également, comme facteur déclenchant, ça peut être une pathologie aiguë ou une peur d'une procédure, tout ce qui est chirurgie, examen, et ça là représente près de 1/4 des cas. Et maintenant, on ne peut pas faire un topo sans Covid, donc c'est pour ça que j'aborde la Covid-19. Il se trouve qu'il y a eu des Takotsubo qui ont été rapportés avec, d'une part, une pathologie aiguë, la Covid-19, et c'est surajouté le Takotsubo. Alors, c'est bientôt l'heure des happy hours, c'est pour ça qu'il se trouve qu'on peut avoir des happy hours et des happy Takotsubo. Et en fait, vous avez maintenant une forme assez récente qui est le tako joyeux, où finalement vous avez un stress heureux qui va engendrer un Takotsubo. Mais est-ce que c'est véritablement heureux? On va prendre par exemple le mariage de son fils, c'est heureux, mais moi c'est mon côté un peu négatif. Quand il y a un mariage, il peut y avoir également un stress de préparation, éventuellement la belle-fille, on peut avoir des conflits entre la belle-mère et la belle-fille, vous voyez, et finalement le tako heureux n'est pas si heureux que ça. Ça coince, voilà. Alors quelles sont les explorations à faire? Comme c'est un tableau de syndrome coronaire aigu, c'est simple, hein. C'est un électrocardiogramme et vous avez des troubles de la respiration qui sont importants, un ST+, des ondes T négatives, éventuellement des ondes Q de nécrose alors qu'il n'y a pas de nécrose véritable. On a également un rabotage de V1, V3 et un allongement du QT qui est vraiment assez caractéristique. Alors, certains ont proposé des schémas pour arriver à un diagnostic uniquement avec l'électro. Faites attention, parce que la spécificité est très bonne, mais qui n'est pas de 100%, et du coup, on peut se planter, et ne pas traiter un ST+, chez un patient, c'est un peu compliqué, et donc c'est pour ça que jusqu'à preuve du contraire, vous pensez à un Takotsubo, très bien, mais c'est un syndrome coronaire aigu. Sur le plan de la biologie, vous avez une discordance avec une faible élévation enzymatique par rapport, et de troponine par rapport justement à cette dysfonction ventriculaire gauche. Ça, ce sont les deux premiers examens à faire, ECG à biologie. Et ensuite, vous avez tout ce qui est imagerie, échographie, ça qui a une part essentielle initialement. Et vous avez ici un papier qui vient de sortir justement sur l'approche multimodalité. Et vous avez bien sûr l'échographie en première intention. Comme c'est un syndrome coronaire aigu, souvent on est obligé de faire une coronographie et éventuellement une ventriculographie, et moi je suis assez partisan de faire cette ventriculographie en même temps que la coronographie. Et ensuite vous avez l'IRM cardiaque. Alors pourquoi on fait ces examens? C'est d'une part pour éliminer les diagnostics qui sont le syndrome coronaire aigu, de myocardite et de SPAS, et enfin de poser ce diagnostic de Takotsubo. Alors, vous avez trois types de Takotsubo essentiellement. La forme typique, où c'est une atteinte circulaire. Il faut bien comprendre ce principe de circulaire, où vous n'avez que la portion basale qui se contracte et tout le reste est akinétique. Donc, à la phase aiguë, vous avez cette forme pathognomonique qui représente 70 à 80% des cas. Et en systole, vous avez le vase de pêche traditionnel japonais, le Takotsubo. Vous avez ensuite le tachomédian dans 20 à 30% des cas, et vous avez une atteinte circulaire qui ne touche que les portions moyennes du ventricule. Vous avez ici la ventriculo, l'IRM, et ensuite vous avez ici l'échographie de contraste, où on voit justement que ce n'est que les portions médianes qui sont akinétiques, avec des caractéristiques un peu différentes, des femmes plus jeunes, moins d'incidence cardiaque, avec une fraction d'éjection meilleure, c'est normal, puisque vous avez une atteinte moins sévère. Et enfin, vous avez les tachos inversés qui représentent moins de 1% des cas. Voici ici le seul que l'on ait eu à Ambroise Paré, où on a une akinésie uniquement de la portion basale du ventricule gauche, avec, vous voyez, la première série de la Mayo clinique avec moyenne d'âge, vous voyez, 30 ans, et nous, notre patient, il avait 30 ans. Alors, Templine, il a voulu innover un petit peu, et ça m'embête un petit peu, puisque vous avez les trois formes, la typique, le médiane, la forme basale, et il a fait une nouvelle forme,
le TACO focal. Et je suis un petit peu embêté parce que qui dit TACO focal dit justement source d'erreur. Il se trouve que quand vous avez un TACO, on a une récupération qui est tendance asymétrique et on peut se retrouver avec des formes focales qui ne sont que souvent un début de récupération précoce de dysfonction ventriculaire gauche. Ce TACO focal représente moins de 1% des cas. Et il se trouve que c'est une sorte de boîte de Pandore qu'on risque d'ouvrir, parce que quand vous ne savez pas, vous allez pouvoir dire que c'est ça, et on peut se retrouver avec 20% de mauvais diagnostics. Donc faites attention, le TACO focal, moi j'évite d'en parler, parce que c'est souvent des tachomédians qui ont déjà récupéré. Alors l'IRM cardiaque a sa place, puisqu'elle permet d'évaluer le ventricule gauche, le ventricule droit, mais également de faire cette distinction entre syndrome coronaire aigu et Takotsubo, avec une absence de rehaussement tardif en IRM qui est en faveur à ce moment-là d'un Takotsubo. Alors, il y a des complications qui peuvent survenir et qui sont de plusieurs types. Les fréquences, c'est l'insuffisance cardiaque, le choc cardiogénique. Vous avez l'obstruction intraventriculaire gauche, la fuite mitrale. Ensuite, un peu moins fréquent, c'est tout ce qui est fibrillation atriale et thrombie intraventriculaire gauche. Et beaucoup plus rare, c'est notamment les troubles du rythme ventriculaire, TV, fibrillation ventriculaire. Il faut les rechercher, et on les recherche comment ? Essentiellement avec les électrocardiogrammes, le monitoring ECG et l'échographie cardiaque qui permet justement de retrouver notamment l'obstruction intraventriculaire gauche et le thrombus intracardiaque. Alors, comment traite-t-on un Takotsubo ? Très simple, on les traite on les considère comme un syndrome coronaire aigu jusqu'à preuve du contraire. Et une fois que vous avez éliminé ce syndrome coronaire aigu et fait ce diagnostic, généralement, ils sont suivis, monitorés aux soins intensifs. Et ensuite, on prend en charge les complications potentielles, et notamment tout ce qui est choc cardiogénique, où vous avez une distinction de prise en charge entre les chocs cardiogéniques avec un gradient intraventriculaire gauche, de ceux qui n'ont pas de gradient intraventriculaire gauche, et ça va être l'échographie qui va permettre de screener. Et justement, quand vous avez un gradient intraventriculaire gauche, là, on mettra plutôt des bêta-bloquants, alors que si vous avez un choc cardiogénique, à ce moment-là, on a plutôt des supports inotropes, et le besoin d'assistance circulatoire est quand même exceptionnel. Autre point également, c'est tout ce qui est thrombus intraventriculaire gauche, et généralement, on a tendance à mettre un peu d'anticoagulation au tout début pour éviter, à la phase aiguë, la formation de cette stase et du thrombus à la pointe du cœur. Enfin, dans le suivi, il faut absolument revoir les patients, notamment à 1 mois, pour être sûr que vous ayez une récupération ad intégrome, puisque ça fait partie du diagnostic de Takotsubo. En termes de pronostic, finalement, le pronostic n'est pas si mauvais que ça. Il y a quelques études qui suggèrent un surrisque de mortalité. Finalement, moi, je pense que le pronostic est assez similaire à la population générale. Il y a un petit warning simplement par rapport aux hommes. Bien sûr, il y en a peu, mais en plus de ça, ils ont plus de risques de mourir du Takotsubo. Et par contre, si vous avez la Covid et le TACO, à ce moment-là, il y a plus besoin de recours à une assistance respiratoire ou au décès. Voilà. En termes de mortalité, c'est 2 à 3% de mortalité, mais par contre, le taux de récidive est de 1 à 2% par an. Donc, en conclusion, le TACO, que ce soit cardiomyopathie de Takotsubo ou syndrome de Takotsubo, c'est un faux débat. Takotsubo, ça suffit. C'est une dysfonction ventriculaire gauche qui est réversible, qui nécessite un suivi pour être sûr que vous ayez une récupération ad intégrome. Le portrait robot, c'est une des femmes ménopausées, avec des facteurs de risque, la personnalité, le stress, une maladie aiguë qui peut précipiter la maladie. Vous avez donc des complications qui peuvent survenir et donc il va falloir les dépister. Et surtout, ça nécessite une prise en charge scopique initiale. Et jusqu'à preuve du contraire, vous devez le considérer comme un syndrome coronaire aigu. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre de cette nouvelle cardiomyopathie. Je vous remercie.